Bonjour, chers étudiantes et étudiants de Motivation et Émotion, PSF 342, re-bienvenue. Dans le cadre de ce PowerPoint, nous allons parler de la motivation de contrôle. Et un peu comme je l'avais fait dans le cadre du besoin d'appartenance sociale, je vais parfois faire l'argument dans cette présentation-ci que nous avons, je ne sais pas si je serais confortable à dire un besoin fondamental, parce que je ne suis pas certain si physiologiquement c'est autant inscrit dans notre corps que le besoin d'appartenance, mais je vais faire l'argument parfois que nous avons un très grand besoin. Voyez-vous ce que je fais là? J'essaye de dire très grand sans dire fondamental. De contrôle, d'avoir l'impression que nous contrôlons les choses. Mais je ne vais pas... Ma présentation ne va pas être une présentation qui a comme but de vous convaincre de ça parce que je ne suis pas 100% convaincu moi-même que c'est un besoin fondamental ou extrêmement important. Ben, comment dire? Je suis convaincu que on est tous très motivés à avoir du contrôle ou à avoir l'impression qu'on a le contrôle dans certaines situations. Ou en général dans notre vie. OK? En général dans notre vie, et surtout dans certaines situations spécifiques, on est très motivé à maintenir le contrôle ou avoir l'impression qu'on a le contrôle. Est-ce qu'on a un besoin fondamental de contrôle, comme un besoin fondamental de manger ou de dormir ou d'appartenance sociale? Je pense pas. Je ferai pas cet argument-là. Mais on est quand même, les êtres humains, parfois très motivés à garder, maintenir ou obtenir le contrôle. Mais pas tout le temps. OK? Ce qui rend ça un cas un peu plus ambigu que le besoin d'appartenance sociale. Alors, cette fameuse motivation de contrôle. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, la première chose qu'on peut en dire, c'est que il est clair que lorsqu'on réfléchit et lorsqu'on fait un peu de recherche là-dessus, on va rapidement se rendre compte que chez l'être humain, l'impression d'avoir contrôle sur nous-mêmes, sur certains aspects de la situation, est très importante. Okay? La perception de contrôle, ça veut dire cette perception que vous avez, qu'elle soit réelle ou fausse ou partielle, peu importe, si vous percevez que vous avez un certain niveau de contrôle sur la situation, sur vous-même, c'est associé à de nombreux facteurs positifs, cette perception-là. Au bien-être émotionnel. Okay? Et quand je dis ça, évidemment, l'idée, c'est que l'inverse est associé à des facteurs négatifs. Donc, l'impression de perte de contrôle est associée à moins de bien-être émotionnel. Mais pas tout le temps. C'est ça qui est compliqué avec ça. Mais en tout cas, en général, la perception de contrôle sera associée à de nombreux facteurs positifs. Le bien-être émotionnel, la réduction de l'impact physiologique du stress. On sait que chez les êtres humains, la perte de contrôle ou la perte d'impression de contrôle est vraiment quelque chose qui déclenche le stress. Okay? Très souvent, le stress va vous indiquer que vous avez l'impression de perdre le contrôle. Les deux viennent l'un avec l'autre là, très souvent. Pour des très bonnes raisons, parce que pour un animal physique, dans un monde physique dangereux comme nous sommes, perdre le contrôle, ça peut impliquer des blessures qui s'en viennent, des ressources qui vont nous être volées, ça peut impliquer une mort possible ou comme j'ai dit, des blessures. Donc, c'est très bien lorsqu'on a l'impression de perdre le contrôle, de réagir avec stress pour nous réveiller un peu et dire « Yo, on fait quoi là? Il faut reprendre le contrôle ou au moins essayer de reprendre le dessus. » Une meilleure gestion du stress est associée avec une perception de contrôle. Des meilleures performances aussi. Les gens qui ont l'impression d'avoir un certain niveau de contrôle dans certaines tâches tendent à performer meilleur que ceux ou celles qui n'ont pas cette impression-là. Mais encore là, je dois vous dire que ça, c'est en moyenne. Vous allez trouver des tâches peut-être où l'impression de ne pas avoir de contrôle vous permet d'être peut-être plus créatif ou créative. Quelque chose comme ça. Donc, c'est en moyenne.
Fait intéressant, la diminution de la douleur. Le fait d'avoir l'impression ou d'être en contrôle, définitivement, de la chose qui nous donne de la douleur, fait en sorte que ça diminue notre douleur. OK? Si vous administrez vous-même quelque chose de douloureux, versus si quelqu'un d'autre le fait, très souvent, on va observer que la douleur qu'on ressent dans le premier cas, lorsqu'on s'administre la chose douloureuse nous-mêmes, donc on a le contrôle, cette douleur-là est moins intense que si quelqu'un d'autre nous l'administre. Surtout à un moment où on ne sait pas quand est-ce que ça va venir, puis c'est quelqu'un d'autre en plus. T'sais? Et on ne sait pas où sur notre corps, par exemple. T'sais? Donc, la douleur semble moduler, semble varier beaucoup par rapport en relation au contrôle qu'on perçoit avoir. Ce qui n'est pas pour dire que si vous administrez vous-même la chose qui vous cause la douleur, ça ne va pas être douloureux, mais ça risque d'être un peu moins douloureux que si quelqu'un d'autre le fait, surtout d'une manière que vous ne pouvez pas prévoir ou contrôler. Il y a un grand aspect cognitif et psychologique à la douleur, qui est très intéressant. Ça augmente aussi la perception de contrôle, augmente la probabilité de modifier ses comportements. On sait que les gens qui ont l'impression d'avoir aucun contrôle sur les choses et sur eux-mêmes et sur leur propre comportement ont tendance à rentrer dans une genre d'apathie où est-ce que ça sert à quoi de changer, de toute façon c'est pas moi qui contrôle ça et ainsi de suite. Et souvent on va voir ce genre de pattern-là dans ce qu'on appelle, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais en anglais c'est learned helplessness. Donc le fait qu'on a appris que de toute façon ça ne sert à rien, on peut pas aider nos comportements, on n'a pas contrôle et ainsi de suite. C'est pas une bonne place psychologiquement à être dans cet état-là. Et toutes sortes d'autres affaires. Donc l'impression que vous avez d'avoir contrôle. OK? Et tout de suite, on peut tout de suite rentrer dans un débat philosophique. Et peut-être que certains de vous n'aiment pas ce genre de truc. Et peut-être que d'autres raffolent de ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Donc, je vais simplement en parler un petit peu, mais je ne vais pas rentrer trop profondément dedans. On peut rentrer dans un débat scientifique et dire, techniquement, est-ce qu'on a contrôle de quoi que ce soit dans la vie? Tu sais, on vit dans un monde qui est une planète dans une galaxie, un système solaire dans une galaxie dans un univers, et dans le fond, qu'est-ce que je contrôle, là, moi? Je contrôle pas les gens alentour de moi, les gens autour de moi m'influencent, il y a des choses dans mon environnement qui vont m'influencer, je contrôle pas ces choses-là. Vraiment, qu'est-ce que je contrôle? Philosophiquement, je contrôle rien. Peut-être, on peut arriver à cette conclusion-là, mais c'est une conclusion un peu intellectuelle. Dans la vraie vie, dans notre impression des choses, on contrôle quand même certains trucs, right? Et donc, l'idée, c'est que peut-être que certains de vous allez vous dire, mais vraiment, qu'est-ce que je contrôle? Quand j'y réfléchis bien, j'ai pas décidé de mes gènes, j'ai pas décidé de mes parents, j'ai pas décidé, oui, il y a plein de choses qu'on contrôle pas. En fait, la majorité des choses, on contrôle pas. Mais l'idée, c'est qu'on a une influence ou un impact sur certaines choses. OK? C'est là où je vais... Comme philosophiquement, oui, on pourrait faire un argument que on ne contrôle jamais tout consciemment. Il n'y a rien qu'on contrôle consciemment, tu sais. Surtout si on utilise cette fameuse idée là, de volonté de Descartes. Là, je veux contrôler telle affaire. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de vouloir contrôler ça? Tu sais, si on retourne en arrière, au bout d'un moment, on perd le fil. Philosophiquement, on peut rentrer dans des débats comme ça, puis c'est le fun. Sauf que, de manière pratico-pratique, il s'avère que contrôle ou pas, vous avez une influence sur certaines choses. OK? Et c'est ce qu'on va appeler le contrôle. Vous avez une influence sur certaines choses, ce qui fait que la façon dont on comprend cette influence, c'est qu'on dit, on utilise le mot contrôle. Je contrôle telle chose. Je pense pas qu'on contrôle rien dans la vie, mais on a une influence sur certains trucs, et c'est ce qu'on veut dire par cette impression de contrôle. OK? Donc l'idée, c'est que cette perception qu'on a, on est capable d'influencer certains trucs.
c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle cette perception de contrôle. Et que cette perception-là, cette impression-là, elle est bonne, elle est importante. OK? Et certains diraient même, elle est adaptive, dans le sens où elle permet de... dans le sens où quelqu'un qui a l'impression d'avoir un certain montant de contrôle, dans le sens où il a l'impression d'être capable d'influencer certains trucs à propos de lui-même et à propos du monde, cette personne-là s'en tire mieux en général, est mieux adaptée en général à la vie sociale, à la vie physique, en meilleure santé, etc., etc., que quelqu'un qui l'est pas. Mais là, la question est pourquoi? Pourquoi le contrôle serait-il adaptif comme ça? Pourquoi l'impression qu'on a d'être capable d'influencer certains trucs au moins serait-il adaptif? Pour plusieurs raisons possibles. Premièrement, parce que ça nous donne une certaine assurance pour les événements futurs. Si je déambule dans le monde avec l'impression que je ne contrôle absolument rien et j'ai zéro influence sur rien, ça sera pas long avant que je me dise tout ce qui est mal peut m'arriver et c'est absolument impossible pour moi de l'éviter. Et ça va m'amener beaucoup d'anxiété et de stress. Alors que si j'ai l'impression, je me dis, ouais, il y a plein de choses mauvaises qui peuvent m'arriver, puis oui, il y a des trucs que je peux pas contrôler. En fait, peut-être même plein de trucs que je peux pas contrôler. Mais j'ai quand même une certaine influence sur mes décisions, et ainsi de suite. Et mes décisions vont quand même avoir un impact sur qu'est-ce qui va m'arriver. Donc, d'une certaine manière, j'ai un certain, entre guillemets, contrôle. OK? Et donc, ça m'assure que, quand même, je peux peut-être éviter certaines situations très mauvaises. Quand même. OK? Et ça va réduire mon stress et mon anxiété. Donc, le fait d'avoir une certaine impression qu'on a du contrôle ou de l'influence sur notre vie ou sur le monde en général, fait en sorte que ça réduit grandement notre stress et notre anxiété par rapport aux événements futurs. Okay? Aussi, on a des buts, il y a des choses que vous aimeriez, il y a des choses que vous voulez, il y a des choses que vous visez. Okay? Si vous avez l'impression que vous n'avez aucun contrôle sur les choses, c'est super démotivant. Et vous n'allez pas travailler vers vos buts parce que de toute façon, vous n'avez pas contrôle si vous allez les obtenir ou non. Vous n'avez même pas contrôle de vos actions ou de ce qui va arriver. T'sais? Donc, c'est pas super motivant. Alors, les gens que je dis, les gens qui ont l'impression de ne pas avoir le contrôle sur rien, comme je dis, très souvent, ils vont tomber dans une certaine apathie. Ça sert à quoi de faire quelque chose? Et ça, c'est pas bon pour les buts, pour atteindre ses buts. Mais je dois dire que, puis on voit ça dans certaines religions ou certaines philosophies, on peut utiliser cet argument comme quoi on a contrôle de rien, parfois pour des fins positives, à dire juste relax, enjoy the ride, t'es pas en contrôle de rien de toute façon, c'est tout l'univers, c'est tout ce grand système de la réalité, puis toi t'es juste un observateur, puis relax, amuse-toi, fais du mieux que tu peux, puis c'est tout. Tu sais, il y a façon aussi de tourner ça vers le positif. Mais en général, je pense qu'il va y avoir une certaine dose d'anxiété chez la majorité des gens. Et pour la majorité des gens, le fait d'avoir l'impression qu'on a un certain contrôle, et comme je vous dis, je pense réellement que d'une certaine manière, on a une certaine influence sur les choses. Et ça dépend comment on regarde les trucs, ça dépend à quel niveau on regarde ça. Mais à votre niveau, oui, vous avez une certaine influence sur les choses, définitivement. Et cette impression-là d'un certain contrôle, ça a un impact sur l'atteinte de vos buts. Ça augmente les chances que vous allez agir pour les atteindre. Parce que vous savez que c'est techniquement possible, ou vous pensez qu'il est techniquement possible, si vous voulez atteindre X, de travailler pour atteindre X, et en effet d'atteindre X, sous votre propre volonté, sous votre propre contrôle de vous-même. T'sais? Donc, c'est adaptatif.
Et ce qu'on sait, ah ben c'est ça que je disais tantôt, dans le fond, je me suis devancé, mais c'est que l'inverse de l'impression de contrôle, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'impuissance, et c'est justement ce truc-là de je vais te dire, helplessness en anglais, helplessness. Et ce sentiment d'impuissance-là, il augmente le risque de dépression, il augmente le risque d'apathie et le risque de symptômes physiologiques reliés au stress. On sait ça depuis un bon bout de temps, entre autres avec les travaux de Seligman en 1975. Et il est souvent justement symptomatique de la dépression, là, ce sentiment d'impuissance-là. T'sais? Donc, c'est pas une bonne chose. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le contraire de ça, soit l'impression d'avoir un certain niveau de contrôle. Je fais bien attention pour dire un certain niveau de contrôle. Ben, ça protège contre la dépression, l'apathie et le stress. OK? C'est ça. Mais là, la question, c'est, bon, le contrôle ou l'impression d'avoir contrôle, est-ce un besoin fondamental? Ben, on a vu que si on le perd, c'est parfois relié à des grandes réactions de stress. Et ça serait un bon argument pour la possibilité que ça soit un besoin fondamental. Comme je vous dis, c'en est peut-être un. Eh bien, ça dépend ce qu'on veut dire par besoin fondamental, c'est sûr. Mais il y a un argument qui peut être fait. OK? Et cette hypothèse comme quoi le contrôle est un besoin fondamental, c'est que nous aurions une pulsion innée, tous les êtres humains au monde, de contrôler et de modifier notre comportement de manière efficace. OK? Et que l'impression de contrôle nous permettrait de satisfaire ce besoin. Donc vraiment, l'hypothèse ici, l'argument ce qui est en train d'être proposé, c'est que ce qui est fondamental chez nous, c'est une pulsion qu'on a de contrôler ou de modifier notre comportement de manière efficace. Et que l'impression qu'on a contrôle, c'est quelque chose qui nous permet de satisfaire ce besoin. OK? Et l'idée, c'est que tous les êtres humains ont ça sur Terre, parce que cette pulsion-là de contrôler, de modifier notre comportement de manière efficace, ça aurait définitivement conféré un avantage au niveau de l'évolution chez nos ancêtres, dans le sens où ces anciens humains, ou humanoïdes, disons, avant qu'on arrive à l'espèce Homo sapiens, mais ces anciens humains, disons, qui avaient cette pulsion de contrôler leur comportement, ils avaient plus tendance à agir, à prendre contrôle des ressources nécessaires pour la survie et pour la reproduction, et plus tendance à se reproduire et à laisser des petits qui avaient cette même pulsion-là et à être nos ancêtres, finalement, à devenir nos ancêtres. Versus ces anciens humains qui n'avaient pas du tout la pulsion de contrôler leur comportement, étaient corrects avec le fait d'avoir l'impression de pas du tout se contrôler ou de pas être capable de se modifier, ben eux autres, ils étaient beaucoup moins motivés en général à prendre contrôle des choses, à agir, et donc ils avaient moins de chances de survivre et moins de chances de se reproduire et à passer leur gène et cette caractéristique-là à la prochaine génération, et donc ils avaient moins tendance à devenir nos ancêtres. Donc l'idée, c'est que ceux qui sont devenus nos ancêtres sont, entre autres, ceux qui avaient ce grand désir d'agir, de contrôler leur comportement et ainsi de suite, parce que ceci est associé à des meilleurs résultats au niveau de juste survivre et être capable de trouver des partenaires pour se reproduire et ainsi de suite. C'est un argument qui peut être fait. Un autre bon argument comme quoi c'est un besoin fondamental, c'est que on croit que ce besoin-là est observable dès les premières années de la vie de l'enfant. Parce que si on regarde ce qu'un enfant fait dès les premières années de sa vie, c'est que tout de suite, fondamentalement, ce qu'un enfant fait, si vous le laissez faire, là, il explore et il manipule son environnement. C'est tout ce qu'un enfant fait.
Il explore et il manipule, constamment en train de tester, de toucher, d'explorer. Et donc, certains chercheurs qui regardent ça, certains théoriciens, théoriciennes qui regardent ça disent « Ah, on voit là chez l'enfant cette pulsion innée de contrôler son environnement, de comprendre comment son environnement fonctionne par rapport à lui-même, et ainsi de suite. » Pour essayer de contrôler une partie de son environnement. Peut-être. Peut-être. Je suis pas convaincu, mais je suis pas non convaincu non plus. Je ne sais pas si c'est un besoin fondamental ou même aussi, de manière aussi puissante que, par exemple, le besoin d'appartenance sociale. Cela dit, besoin fondamental ou non, je pense qu'on peut faire l'argument que, oui, les êtres humains sont motivés à garder un certain niveau de contrôle, aiment avoir un certain niveau de contrôle, et font les choses, se comportent souvent de manière à garder un certain niveau de contrôle. Donc le contrôle, l'impression de contrôle, oui, est importante pour l'être humain. Ça, je pense que c'est clair. Et ça ouvre toutes sortes de questions théoriques. Théorique devrait avoir un S, parce que question en un. Mais il est trop tard pour moi de corriger parce que je suis en train d'enregistrer ça. Ça incite toutes sortes de questions, cette idée de motivation de contrôle. Comme par exemple, quelles sont les preuves que nous sommes motivés à obtenir le contrôle? Tu sais, comme je l'ai dit, les êtres humains agissent souvent pour obtenir ou maintenir un certain niveau de contrôle. Vous, ce que vous devriez me dire, c'est « Ouais, sur quoi tu te bases pour dire ça? Quelles sont tes preuves? » Bonne question. Si on observe quelqu'un qu'on croit agir dans le but d'obtenir un certain niveau de contrôle, est-ce qu'on est certain que c'est réellement le contrôle qui le motive ou qui la motive à agir? Est-ce que c'est réellement le contrôle qui nous motive? Est-ce que c'est vraiment le contrôle qu'on veut? Ou est-ce que c'est plutôt le résultat qu'on obtient lorsqu'on a le contrôle? Est-ce qu'on a... Tu sais, la différence est importante. Est-ce qu'on est motivé à avoir le contrôle? Ou est-ce que vraiment ce qu'on veut, c'est le genre de choses qu'on obtient lorsqu'on a le contrôle? Est-ce que le contrôle est motivant de manière en lui-même? Ou est-ce que c'est plutôt juste un outil pour obtenir des choses et on est motivé par ces choses-là? Bonne question. Est-ce qu'il y a des différences entre les gens par rapport à la motivation de contrôle? Est-ce que certaines personnes sont plus motivées que d'autres à obtenir le contrôle? On sait certainement que certaines personnes semblent beaucoup plus à vouloir avoir une certaine influence sur les choses que d'autres. On a en anglais cette fameuse expression de control freak, alors que d'autres le sont moins. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus motivés que d'autres à avoir le contrôle? Et dans quelles situations? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on est plus motivé que d'autres? On pourrait même se demander, est-ce que des fois on est motivé à éviter le contrôle? Ou même, est-ce que des fois on serait motivé, pas nécessairement par obtenir un contrôle, mais juste à se sentir comme si on a le contrôle, même si c'est complètement illusoire? Est-ce qu'on est motivé juste à se sentir qu'on a le contrôle et non pas à vraiment avoir le contrôle? Toutes sortes de questions théoriques intéressantes. Et aussi, comment la motivation de contrôle influence nos cognitions, nos pensées, bref, nos émotions, nos comportements? On a déjà vu que l'impression d'avoir pas du tout le contrôle peut nous amener un peu d'apathie, du stress, peut-être même des symptômes dépressifs. D'accord? Mais le fait que certaines personnes sont plus motivées à obtenir le contrôle que d'autres, est-ce que ça a une influence sur leur... Est-ce qu'ils pensent différemment, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont tendance à agir différemment? Est-ce qu'ils ont tendance à avoir des émotions différentes que ceux qui sont moins motivés au contrôle? Donc, tout ça, c'est des questions théoriques importantes par rapport à la motivation de contrôle. Et dans le fond, le PowerPoint, ici, va tenter de répondre à toutes ces questions-là. De manière très insatisfaisante, parce que ces questions-là restent ouvertes. On est encore en train d'essayer de comprendre et de répondre à toutes ces questions-là, mais
on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. OK? Donc, prenons la première. Quelles sont les preuves que nous sommes motivés à obtenir le contrôle? Et peut-être voir obtenir / maintenir le contrôle. OK? Ben, un premier élément de preuve, c'est les comportements qu'on adopte pour maintenir ou retrouver le contrôle lorsque ce dernier est menacé. Soit par une situation stressante ou une perte de contrôle. Okay? La logique ici, c'est que si je vous mets dans une situation où vous avez l'impression de perdre le contrôle, ou bien vous avez l'impression que vous l'avez déjà perdu, et que je regarde vos comportements, si je note que la majorité de vos comportements ont comme but de retrouver ou de maintenir le contrôle que vous avez perdu, ben ça, c'est une preuve que vous êtes motivé à obtenir le contrôle. Right? C'est logique. Un second élément de preuve qu'on serait motivé à obtenir le contrôle, c'est notre tendance à surestimer les chances d'obtenir notre objectif lorsque ce dernier est désirable. Et on va expliquer ça après. OK? Mais dans le fond, c'est que quand on souhaite vraiment quelque chose, on va avoir tendance à surestimer combien de contrôle on a sur les choses parce qu'on veut vraiment l'obtenir, ce truc-là. OK? Et donc ça démontre qu'on est motivé, ben ici, peut-être pas à obtenir le contrôle, mais on est motivé à avoir l'impression qu'on a le contrôle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on souhaite vraiment obtenir X, on souhaite vraiment beaucoup avoir l'impression qu'on a le contrôle parce que ça nous supporte dans notre idée que obtenir X est possible. Voici un exemple d'une étude et d'une tâche qui se fait en laboratoire et dont les résultats suggèrent que oui, nous sommes motivés à retrouver le contrôle. Prise en exemple ici dans une étude de Friedland, Keenan et Regev de 92. Okay? Et voici la logique. Je vous fais venir au laboratoire et je vais vous faire une série de tâches, en fait 2 tâches, okay? Qui sont non reliées l'une à l'autre vraiment, là, une première tâche et une seconde tâche. Disons que c'en est une, c'est une tâche de mémoire, puis ensuite il y a une autre tâche où vous devez être capable de résoudre tel problème, par exemple. OK? Donc, vous arrivez, je vous fais faire la première tâche. OK? Et cette première tâche-là, vous pouvez tomber dans un de 2 groupes. Si vous êtes dans le premier groupe, je vous donne la version non stressante de la tâche. C'est une tâche que vous devez accomplir, puis vous allez l'accomplir, puis il n'y a pas vraiment de stress. Okay? Mais si vous êtes dans le deuxième groupe, c'est la même tâche, mais en version stressante. Ce qui veut dire que vous faites la tâche et il y a une probabilité, dépendant votre résultat et comment vous faites la tâche, que vous allez obtenir un choc électrique. Okay? Il ne vient jamais, ce choc-là. Il ne va jamais venir, mais ça, vous ne savez pas ça. Vous pensez que c'est à cause que vous l'avez échappé, là, mais je vous dis, essayez de vous souvenir de plus de mots possibles, et puis faites le mieux que vous pouvez. Puis ici, essayez de vous souvenir de plus de mots possibles, mais sachez qu'il y a peut-être, si vous vous trompez dans certains mots, ça se peut 50% des fois que vous ayez un choc électrique, par exemple. Okay? Donc ça, c'est la version stressante. Ça ne va pas stresser les gens ici. Ça va stresser les gens. OK? Donc l'idée, c'est que dans cette tâche-là, je forme 2 groupes de personnes. Un groupe de personnes qui viennent juste de vivre une tâche non stressante, dans lesquelles ils ont l'impression d'être en contrôle des choses. Leur impression de contrôle n'est pas menacée. Alors qu'ici, ils ont une tâche stressante qui ont tendance à diminuer leur impression qu'ils ont de contrôle parce qu'ils ne contrôlent pas la possibilité d'avoir un choc électrique. Parce que je leur dis, si vous vous trompez, et puis imaginons que c'est une tâche qui est faite pour que... c'est même pas obligé d'être que vous trompez. Vous devez mémoriser ces mots et pour chaque mot, il est possible que 50% du temps, vous receviez un choc, mais il est possible aussi que 50% du temps, vous n'en receviez pas. Donc, ça serait possible de passer toute la tâche sans avoir un choc électrique, mais en tout cas, ça dépend certainement pas de vous. Donc, les gens sont stressés, ils ont l'impression de ne pas avoir le contrôle de est-ce que je vais recevoir un choc électrique ou non.
Donc, j'ai créé deux personnes différentes. J'ai créé une personne dont l'impression de contrôle n'est pas du tout menacée dans cette tâche-là, et une personne dont l'impression de contrôle est menacée dans cette tâche-là. Et ensuite, une fois que cette tâche-là est finie, je leur donne une deuxième tâche à faire. OK? Et dans cette tâche-là, c'est une genre de tâche où est-ce qu'il y a deux versions. Une version où il y a beaucoup de probabilités que vous allez réussir cette tâche-là avec succès, mais vous n'aurez pas contrôle de certains trucs. Et une version où est-ce que vous avez un certain contrôle, mais il est illusoire. C'est pas un vrai contrôle, mais vous avez l'impression d'avoir un certain contrôle, mais il y a beaucoup moins de chances que vous allez réussir cette tâche. OK? Donc, une version où est-ce que vous ne contrôlerez pas les choses, mais il y a beaucoup de chances que vous allez réussir la tâche, versus une autre version de la tâche qui est, vous aurez peut-être l'impression de contrôler un peu les trucs, mais ça ne sera pas vraiment vrai, mais vous avez beaucoup moins de chances de réussir la tâche aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'en général, les participants sont prêts à sacrifier le succès pour obtenir plus d'impressions de contrôle. Ça veut dire que ces gens-là, chez qui le contrôle avait été menacé, parce qu'ils n'étaient pas certains, est-ce que je vais recevoir un choc électrique, est-ce que non, il y avait tendance dans la deuxième tâche à choisir plutôt cette tâche-là. Okay? Lorsqu'on leur donnait le choix, il y avait tendance à choisir la tâche où il y avait moins de chances de réussir, mais au moins il y aurait l'impression d'avoir un certain contrôle illusoire. Versus eux autres qui ont vécu une tâche non stressante, une tâche 1 non stressante, donc où est-ce qu'ils ont pleinement l'impression d'avoir le contrôle au moins sur cette tâche-là. Là. Okay? Ils n'ont pas l'impression de ne pas avoir le contrôle dans la tâche 1. Eux autres, ils ont plus tendance à choisir la tâche pour laquelle ils vont avoir plus de succès. Le succès est plus probable. Donc, eux autres se disaient, dans la tâche 2, « Ah, moi, je veux la tâche qui va me donner plus de succès. Ah, c'est correct que je n'aurai pas contrôle de certains trucs, mais il y a plus de succès probable. Donc, je vais choisir cette tâche-là. » Alors qu'eux autres disent, « Ah, donne-moi une tâche où est-ce qu'au moins j'ai l'impression d'avoir du contrôle, même si le succès est moins probable. » Et donc, ça, ce que ça suggère, c'est que lorsqu'on met les gens dans une situation où ils ont l'impression de perdre un certain contrôle, ils agissent de manière très souvent à le retrouver, même au prix où est-ce que le succès est moins probable. Okay? Et ça, c'est très intéressant. Et il y a plusieurs études comme ça. Et donc ça suggère que les gens sont motivés à retrouver le contrôle, souvent, plus qu'ils sont motivés à réussir une tâche. OK? Mais ça, c'est vrai dans le cas où le contrôle leur a été enlevé préalablement. Okay? Il y a d'autres études qui démontrent un peu la même chose. Schultz et Heckhausman en 1996, Thompson et ses collaborateurs en 1993. Ils ont aussi observé ce phénomène de contrôle compensatoire un peu, qui est que, dans le fond, une diminution dans la perception de contrôle dans un domaine mène les gens à augmenter leur contrôle dans un autre domaine. Ce qu'on voit dans le fond ici. Okay? Ici, on voyait que ça les menait à augmenter au moins leur désir d'avoir au moins un certain contrôle illusoire. Okay? Alors que ici, les gens, ça ne leur dérangeait pas de perdre du contrôle s'ils allaient avoir du succès. Ces études-là démontrent un peu la même chose. Que lorsqu'on a moins contrôle dans un domaine, dans une sphère de notre vie, ça nous mène souvent à essayer d'avoir plus contrôle dans un autre domaine ou dans une autre sphère de notre vie. Et peut-être que vous avez déjà vécu ça dans votre vie, ou que vous connaissez des gens qui sont comme ça. Ou est-ce que la personne est vraiment à cheval sur ses principes et très contrôlant dans un domaine. Pourquoi? Parce que partout alentour de sa vie, dans d'autres domaines, ça tombe en morceaux, puis elle a peu de contrôle, alors elle exerce un contrôle maximal ici. On peut même voir ça parfois dans un peu la personnalité des gens. Tu sais, où est-ce qu'on peut dire cette personne-là est vraiment contrôlante avec les autres. Pourquoi? Parce que dans toutes sortes d'événements dans sa vie, d'autres sphères de sa vie, elle n'a pas le contrôle. Alors, tu sais, dans la sphère sociale, elle exerce vraiment un contrôle tight, là, vraiment serré. On voit ça des fois chez les gens, ce genre de phénomène compensatoire-là. On avait vu en passant un phénomène compensatoire similaire dans le besoin d'appartenance sociale, hein, vous vous souviendrez? Ou est-ce que si, par exemple, je perds des amis, j'ai tendance à plus
me retourner vers ma famille, ou peut-être plus me retourner vers mes collègues de travail, présupposant que c'est pas les mêmes que mes amis, tu sais. Ben, on a la même chose ici avec le contrôle. Donc ça, c'est certaines études, et c'est juste des exemples là, ici, là, mais d'études qui suggèrent qu'on a tendance à vouloir retrouver le contrôle lorsqu'on l'a perdu. OK? Maintenant, il y a d'autres études qui ont justement démontré que lorsqu'on désire vraiment un but, on est très motivé à se sentir en contrôle des choses. Pourquoi? Parce que c'est logique. À cause qu'on le désire, on se dit, ben, peut-être inconsciemment, mais la logique, c'est que si j'ai l'impression d'être en contrôle des choses, ça me rassure dans cette idée que je vais être capable d'obtenir le but. Et je veux penser que je suis capable d'obtenir le but. Okay? Donc, je vais avoir tendance à être très motivé à avoir l'impression que j'ai contrôle sur les choses. Dans des études classiques, je vous amène loin, écoutez, en 50, là, 51, 53, Marx et Irwin, mais je veux dire, c'est bien documenté. Les participants, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur montrait, on avait un jeu de cartes, ok, avec les quatre classes de cartes, là, pique, carreau, trèfle et cœur, ok. Puis, on demandait aux participants de choisir une carte parmi un jeu de cartes. Okay? Et ce qu'on leur disait, c'est si tu choisis une carte rouge, soit carreau ou cœur, tu gagnes de l'argent. Si tu choisis une carte noire, tu perds de l'argent. OK? Et là, ce qu'on demandait aux gens, c'est, on les faisait jouer un peu, puis là, on leur demandait de nous dire ce qu'ils pensent être les probabilités de tirer une carte rouge versus une carte noire. Et ce que vous comprendriez évidemment, c'est que la probabilité de tirer une carte rouge est de 50%, puis la probabilité de tirer une carte noire est de 50%, parce qu'il y a autant de cartes rouges que de cartes noires dans un jeu de 52 cartes. OK? 52, c'est avec les jokers, je m'en souviens plus. En tout cas, peu importe. Il y a autant de cartes rouges que de cartes noires. Mais les participants dans ces études-là, lorsqu'on leur demandait la probabilité de piger une carte gagnante, donc une carte rouge, ils disaient que c'était plus de 50%. Les autres se disaient, je pense que j'ai plus de 50%, j'ai tant de pourcents de chance de tirer une carte rouge. Et ils disaient plus que 50%, ce qui fait aucun sens. Okay? Ce qui fait aucun sens. Et donc, ce qu'on voit là, c'est des gens qui distorsionnent la réalité statistique. La réalité, c'est 50-50. Ils devraient le savoir. Si on leur demande mathématiquement, si on leur demandait, je pense qu'au bout d'un moment, ils diraient, ouais, la probabilité est de 50-50. Oui, il y a autant de cartes rouges que noires. Oui. Sauf que je suis quand même pas mal certain que j'ai plus de chances de tirer une carte rouge. Pourquoi? C'est juste moi. C'est juste à cause de la personne, à cause que je me sens bien à propos de cette carte-là. Je suis pas mal certain. Pourtant, la réalité, c'est que c'est 50-50. Mais les êtres humains sont bizarres comme ça. Ils sont intéressants comme ça. Même lorsqu'ils savent qu'un événement a 50% de chances d'arriver, ils ont l'impression que pour eux, il y a plus que 50% de chances que tel événement arrive ou tel événement n'arrive pas, par exemple. Ce qui est super weird. Et ça, ce que ça démontre, c'est que, encore une fois, lorsque les gens désirent quelque chose, comme par exemple piger une carte qui va leur donner un gain monétaire, ils ont tendance à distorsionner la situation et avoir plus, à l'impression qu'ils contrôlent plus les choses que ils l'ont réellement. Ces participants-là avaient l'impression qu'à cause que c'était eux, probablement qu'ils seraient capables, eux autres, 50-50, c'est pour les autres, ça. Moi, je te parie que je serais capable de quand même pas mal, plus souvent aller chercher des cartes rouges. T'sais? Alors que ça devrait être 50-50. D'autres études sur cette fameuse désirabilité du but, sur ce fameux phénomène que lorsqu'on désire X, on est très motivé à avoir une impression qu'on contrôle plus les choses dans le but d'obtenir X. Okay? C'est Byner et ses collaborateurs en 1995, où est-ce qu'on a privé des participants de nourriture, okay?
qui évidemment, lorsqu'on vous met dans un état comme ça, et lorsque vous avez faim, et si on vous prive d'avoir de la nourriture, on vous prive de combler ce besoin fondamental de vous nourrir, et donc vous avez l'impression de ne pas avoir contrôle sur les choses, évidemment, parce que si vous aviez contrôle, vous mangeriez. Donc on vous enlève votre sentiment de contrôle comme ça, en vous privant de nourriture, et ensuite, on leur pose toutes sortes de questions par rapport à la probabilité d'obtenir certains buts par rapport avec certaines de leurs actions. Okay? Et on fait ça, en fait, on pose ces questions-là à des gens qu'on a privés de nourriture et à des gens qu'on n'a pas privés de nourriture. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui ont été privés de nourriture, ils ont tendance à surestimer la probabilité qu'ils vont être capables d'obtenir leur but par leurs propres actions, comparativement à ceux qu'on n'a pas privés de nourriture, qui, eux, ont tendance à avoir... je veux dire, il est fort probable que ceux qu'on n'a pas privés de nourriture, ils avaient quand même une tendance exagérée à dire qu'ils seraient capables d'obtenir leur but par leurs propres actions, mais que ceux qu'on avait privés de nourriture, c'est encore pire, c'est encore plus extrême. C'est ça que je veux dire. Parce qu'en général, les gens vont avoir une tendance exagérée à penser qu'ils sont capables d'obtenir leur but par leurs propres actions. Okay? On va avoir tendance on aime penser qu'on a le contrôle, mais les gens qu'on avait privés de nourriture et donc pour lesquels on avait enlevé du contrôle, ces gens-là avaient encore plus tendance à faire ça. Vous avez des joueurs de loterie en 95 encore dans un étude de Binary Colleagues, des joueurs de loterie de niveau socio-économique bas, okay? Comparativement à ceux avec un niveau socio-économique élevé. Et ce qu'on trouvait, c'est que les joueurs de loterie de niveau socio-économique bas avaient plus confiance qu'ils pouvaient gagner leur loterie. Ils avaient plus l'impression d'être en contrôle de la possibilité de gagner la loterie que ceux avec un niveau socio-économique élevé. Pourquoi? La logique ici, c'est que ceux avec un niveau socio-économique bas désirent plus gagner la loterie que ceux avec un niveau socio-économique élevé. Bon, un argument alternatif, ça pourrait être non, c'est parce que les gens avec un niveau socio-économique bas sont généralement moins éduqués que ceux avec un niveau socio-économique élevé. Et donc, peut-être qu'ils comprennent moins les lois de la probabilité. Peut-être. Je pense qu'ils avaient contrôlé ça, par exemple, dans leur étude. OK? Et que l'idée, c'était que pour quelqu'un avec un NSE bas, niveau socio-économique bas, la possibilité de faire un gain au niveau de la loterie est plus désirable que pour quelqu'un avec un niveau socio-économique élevé. Pas pour dire que ceux avec le niveau... Encore une fois, pas pour dire que ceux avec un niveau socio-économique élevé n'avaient pas l'impression qu'ils pouvaient influencer par eux-mêmes, avoir un certain contrôle sur les résultats de la loterie, mais c'était pire pour ceux avec un niveau socio-économique bas. Thompson et ses collaborateurs en 2004 ont remarqué que des participants qui avaient reçu un montant d'argent chaque fois qu'une lumière verte s'allumait sur un ordinateur avaient plus l'impression qu'ils pouvaient induire le déclenchement de la lumière par leurs propres actions, comparativement à un groupe qui ne recevait pas d'argent à chaque fois que la lumière s'allume. Donc, le groupe qui ne reçoit pas d'argent, il n'a pas l'impression qu'il est capable, par ses propres actions, d'influencer le déclenchement de la lumière, parce que la lumière n'est pas souhaitable, parce qu'elle n'amène pas d'argent. Alors que pour le groupe chez qui la lumière verte, le déclenchement de la lumière verte est grandement souhaitable parce que ça amène un gain d'argent à chaque fois qu'elle se déclenche, eux autres avaient l'impression qu'ils étaient capables, d'une certaine manière, ils n'étaient pas certains comment, mais je pense que je suis capable d'avoir une influence sur est-ce que la lumière va se déclencher ou non par mes actions. Okay? Et donc, ça suggère encore que lorsqu'on désire quelque chose, on a tendance à plus vouloir le contrôle, à être plus motivé vers le contrôle. Okay? Et je dois dire, je ne l'avais pas mentionné, là, mais dans la première étude, ce que les gens désirent, évidemment, c'est de la nourriture. Right? Ceux qui étaient privés de nourriture désiraient grandement quelque chose, la nourriture, et ça faisait en sorte qu'ils étaient plus motivés à percevoir qu'ils avaient le contrôle, et donc ils avaient plus tendance à penser qu'ils pourraient obtenir leur but par leurs propres actions. OK. Je vais arrêter ici et je vais plus tard parler de la question
de est-ce qu'il y a des gens qui sont plus motivés à obtenir le contrôle et comment diable est-ce qu'on mesurerait ça en premier lieu et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça. Pour l'instant, je vous laisse là-dessus. Salut!